appelle El Muro de la Vergüenza, le mur de la honte. Il s'étend sur 10 km, ce mur haut de 3 mètres que tout le monde connaît à Lima. Pourtant, les Liméniens semblent l'ignorer. Je vois des immeubles, des voitures, des villas, des parcs et des supermarchés. Elmer Garcia a 12 ans et n'a jamais été de l'autre côté du mur. Je préfère vivre de ce côté, c'est plus calme. Près des 2/3 de la population de Lima vivent ici, à la périphérie de la capitale. Pamplona Alta est un lotissement sauvage, sans eau courante ni assainissement. Des trous dans la pente font office de toilettes. Ces bidonvilles sont appelés Pueblo Joven, jeunes villages, poussés trop vite sous la pression de l'exode rural. Erika a 35 ans. Avant de tomber enceinte de son 3e enfant, elle était conductrice de bus. Je suis arrivée ici il y a 5 ans, comme tous les autres, au moment de la fameuse invasion. Je voulais juste une autre vie, pas celle qu'on mène à la campagne. Il n'y avait rien ici, rien que des pierres et de la terre sèche. Pas de maison, pas d'escalier, rien. Nous devions grimper toute la pente en zigzag. Aujourd'hui encore, nous portons tout à pied. Les courses, l'eau, le matériel. Au moins, nous avons les escaliers qui n'existaient pas avant. À Pamplona Alta, le lotissement atteint ses limites. L'oncle d'Erika est en train d'aplanir une terrasse pour construire une nouvelle cabane en bois. Il a dû payer $50 à celui qui se prétendait propriétaire du terrain. Sa maison sera la dernière avant le mur. Le problème vient des actes de propriété. En bas, ils ont des papiers officiels et de l'électricité, mais ici, il n'y a même pas une route. Un état de fait que beaucoup accueillent avec fatalité. Pour moi, ce mur ne répond à aucune logique. Je pense que les gens qui vivent de l'autre côté et qui sont mes concitoyens n'ont aucune empathie. La décision de construire ce mur est le fruit de l'ignorance. En faisant ça, ils se sont coupés du monde. Nous ne nous plaindrons pas et nous ne ferons rien contre le mur. Nous avons notre tranquillité. Et s'ils se sentent en sécurité derrière leur mur, tant mieux pour eux, nous ne nous disputerons pas. Vu du ciel, le mur de séparation de 10 km apparaît très clairement. Ces dernières années, cette frontière intérieure s'est régulièrement allongée. Désormais, le mur est même surmonté de barbelés. Construit par les communautés et les habitants du quartier nord, il aurait coûté près de $3 millions. Une barrière érigée contre ceux qui viennent chercher une vie meilleure dans la vaste fourmilière qu'est Lima. En haut à gauche de la ligne blanche, on distingue les quartiers riches de Las Casuarinas et La Molina avec jardin et piscine. En bas à droite, une masse d'habitations de bois et de tôles installées à flanc de montagne. Ici, pas de rue goudronnée, ni d'espace vert. Dans ce quartier, une villa coûte facilement $3 millions. De l'autre côté du mur, $300 suffisent généralement pour construire une bicoque en bois. Monica Torel est productrice de thé et ravie de vivre dans une gated community, un quartier sécurisé, isolé du reste de la ville.
Si le mur n'existait pas, il n'y aurait tout simplement pas de limite, pas de frontières. Rien pour montrer que ce qui est ici est à moi et à personne d'autre. On se retrouverait alors avec des intrus qui n'auraient qu'à installer leur tente pour vivre ici. Les habitants aisés de Lima se sentent menacés par les plus pauvres et disent aussi craindre la mafia de l'immobilier. Ce terrain, comme toute propriété dans n'importe quel pays, vaut beaucoup d'argent. C'est pour cela que nous vivons dans un quartier fermé. Vous trouverez ici les résidences de nombreux ambassadeurs, ministres, dignitaires et autres propriétaires qui veulent simplement protéger leur territoire. Une situation doublement paradoxale, puisque de nombreux pauvres travaillent comme employés de maison et jardiniers chez les riches. Il existe bien sûr des points d'entrée, 2, 3 ou 4. Près de 15 000 personnes viennent chaque jour de notre côté du mur pour travailler ici, dans les quartiers riches. Pour 200 $ par mois, les nantis s'offrent leur propre service de sécurité composé de 40 hommes. Je ne crois pas que la raison principale du mur soit de se protéger de la criminalité, mais il est clairement question ici de sécurité et de protection. Il y a eu autrefois plusieurs cas de personnes passant par-dessus le mur. La communauté des propriétaires a donc pris les mesures nécessaires. Aujourd'hui, nous patrouillons jour et nuit, parfois avec des chiens. Nous sommes également connectés par radio. Cela fait des années déjà que plus personne n'a franchi le mur. Cette obsession de la sécurité s'explique en partie par la peur de la criminalité, mais aussi par le terrorisme qui a longtemps régné dans le pays. Jusqu'au milieu des années 80, le Sentier Lumineux contrôlait près des 2/3 du territoire péruvien. Il a de loin été le mouvement de guérilla le plus brutal et le plus énigmatique d'Amérique latine. Dans ce combat entre le capitalisme et les révisionnistes de gauche, le pays menaça littéralement de s'effondrer. Face à la torture et au meurtre de l'organisation terroriste, l'État n'eut pas d'autre stratégie que de répondre par des carnages. Entre 1980 et 2000, ce tourbillon de violence fit près de 70 000 victimes, pour la plupart de simples paysans et des membres des communautés indigènes vivant entre les fronts. Aujourd'hui, l'ancien groupe terroriste maoïste et anticapitaliste contrôle encore une grande partie du trafic de cocaïne. À l'époque, personne n'avait l'intention de construire un mur à Lima. Contre toute attente, c'est l'Église catholique qui a lancé l'initiative dans les années 80. Ce collège de jésuites a été le premier à ériger un mur de protection autour de ses 30 hectares de propriété. Pour le directeur, l'explication est toute simple et sans arrière-pensée. Ce mur sert uniquement à marquer les limites de notre terrain et à protéger ainsi la propriété de l'école. Lorsque nous avons construit l'école, toute cette zone autour était en jachère. Elle s'est ensuite couverte de constructions et nous avons bâti une délimitation. Le bâti s'est constamment densifié des deux côtés de l'école. Au final, l'objectif était de garantir la sécurité du personnel, de la propriété et des élèves. Ceux qui estiment que ce mur est inhumain ont une mauvaise perception des choses. La structure sociale de Lima est marquée par de fortes inégalités. Elle se divise en 3 classes. Tout d'abord, celle des très riches, qui ne représentent qu'une infime partie de la population. Elle est suivie par la classe moyenne urbaine, qui croît régulièrement. Enfin, la grande majorité des habitants est composée de pauvres, pour la plupart d'origine indigène. Roberto Huarcaya est l'un des photographes les plus célèbres du pays, et il connaît bien la situation à Lima. Cette photo montre très clairement les deux Lima, les deux villes parallèles. Et il faut voir le tout comme une société de classe marquée
par le racisme. Il s'agit de la matérialisation d'un problème symbolique. En fait, je crois que nous, les Péruviens, portons tous un mur au plus profond de notre être, et y compris dans la vie quotidienne. Nous passons constamment d'un côté à l'autre. Je crois que le racisme et la conscience de classe sont fortement ancrés dans notre société et qu'ils influencent considérablement notre manière de penser. Bizarrement, je savais que le mur existait, mais je ne l'avais encore jamais vu. Ce qui m'intéressait, c'était de voir les éléments parallèles qui structurent ce diptyque. D'une certaine manière, les choses sont les mêmes sur les deux photos. Un mur de séparation et deux fronts distincts qui vivent séparés l'un de l'autre, sans contact ni dialogue. En 50 ans, le nombre d'habitants à Lima a été multiplié par 10. Aujourd'hui, la capitale compte quelques 9 millions d'habitants. Le quartier de Pamplona Alta abrite à lui seul 20 000 personnes, en majorité des migrants indigènes. Ici, il est normal d'avoir 3 à 5 enfants par famille. Une vie sans perspective majeure, vécue avec fatalisme. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le mur de la honte. Il nous sépare, nous les pauvres, des riches qui vivent là-bas, de l'autre côté. C'est comme ça. Je ne sais pas combien de temps ça durera. Il n'y a pas de solution. José, le mari d'Erika, travaille comme jardinier du côté riche. À cause du mur, il doit faire un énorme détour pour se rendre au travail. 3 heures de trajet aller-retour au total. Je n'ai pas le sentiment d'être rabaissée. Ce n'est pas ce mur qui va y arriver. Je pense que la discrimination règne encore dans tout le pays. Si nous avons par exemple envie d'aller au restaurant, ils nous chassent ou nous montrent leurs règlements. Si nous nous rendons dans une église d'une autre paroisse, ils ne nous laissent pas entrer. Et c'est partout pareil. Ce n'est pas moi qui dois avoir honte de ce mur, mais eux, de l'autre côté. Impossible de pénétrer dans le quartier riche de Las Casuarinas sans laisser passer ou sans fournir une pièce d'identité. Le phénomène des quartiers sécurisés se répand dans toute la ville. Je visite, mais je trouve cela tout à fait normal. C'est une mesure de sécurité contre la criminalité galopante. Qui sait quel genre de personne veut entrer ici? Alors je trouve cela logique qu'on prenne ma carte d'identité lorsque je veux entrer dans le quartier. Monica Torel emploie elle aussi une jeune femme indigène originaire des hauts plateaux andins. Elle ne comprend pas le nom donné au mur de Lima. Je trouve ça injuste. Je ne pense pas qu'on puisse l'appeler le mur de la honte.
En quoi est-ce une honte? Il faudrait alors dire que le mur d'à côté est une honte, celui que les jésuites ou la direction de l'école ont fait construire. Toutes les parties du mur doivent être jugées de la même façon. Et cela signifie aussi qu'il faudrait arracher tous les murs de la ville, toutes les barrières et tous les passages, pas seulement notre mur. Bien au contraire, ce mur a une importance croissante. De manière générale, les murs deviennent toujours plus indispensables, pas seulement le nôtre. Le taux de criminalité augmente. Nous avons besoin de murs. Les enfants des familles riches se retrouvent tout en haut, au pied du mur de séparation. Le spot, comme ils l'appellent, est devenu leur point de rencontre. Ici, ils peuvent boire et fumer tranquille. Eso en mi vida me causó muchas fallas y ahora tengo que vivir al otro lado de esta muralla. Mi planeta es así y la vida es solo una y no hay amor que no pueda tumbar muralla alguna. Va, venimos con el estilo, vas a ver si en esto soy el más fino. L'endroit est territoire exclusif des jeunes, mais pas de ceux qui vivent de l'autre côté. Bon, moi j'ai rien contre le fait qu'ils viennent ici, mais tout doit rester sécurisé. Ils peuvent venir, oui, et entrer chez nous, mais seulement en respectant les règles. Il y a plein de gens qui ont construit des maisons ici, comme ça, absolument illégalement, et sans payer d'impôts comme nous le faisons chez nous. Il y a bien sûr beaucoup de gens qui se plaignent à cause du mur et qui demandent au gouvernement « Pourquoi y a-t-il ce mur ?» Le mur de la honte est simplement le nom que les médias lui ont donné. C'est à cause d'eux que le mur a un nom. Et comment l'appelez-vous? Je m'en fous complètement du mur. C'est juste un mur. On n'est pas plus en sécurité grâce à lui. Aujourd'hui à Lima, la sécurité ne dépend pas des murs. Ils n'ont pas d'importance. La résistance contre le mur est sporadique. La mobilisation n'est de toute façon pas très active. Ici, des jeunes se sont contentés de peindre le mur gris béton en bleu ciel. Là, des enfants ont écrit « À Lima, ils aiment ce ciment qui durcit la mémoire ». Cette phrase est une citation de Salazar Bondi. Elle est directement liée à Lima, qui perd ses espaces verts. Pour moi, il s'agit d'un appel lancé à la classe politique et à notre société. C'est aussi une expression du mal-être des habitants de ce quartier. Cela tient au fait qu'ils sont désavantagés d'une manière ou d'une autre. Ils sont exclus socialement. Ce point de passage est le chemin le plus court pour descendre jusqu'au quartier cossu de La Molina. Un chemin difficile pour les employés de maison et leurs familles. Pourtant, le maire de La Molina ne voit pas le mur comme un instrument de ségrégation, mais plutôt comme un élément de bien-être. Si l'on a construit ce mur, c'est avant tout pour protéger la réserve naturelle. Vous savez, elle est appelée à devenir le poumon vert de Lima et à garantir une meilleure qualité de vie aux habitants des deux côtés du mur. Telle est la raison d'être de ce mur. Il faut protéger la terre, qui est la propriété de l'État, et bien sûr que nous souhaitons continuer à entretenir.
Mais un homme pourrait peut-être un jour faire changer les choses. Il s'appelle Carlos Inostroza, et en tant qu'avocat et citoyen, il a déposé plainte contre la construction du mur. Où sommes-nous? Ici, vous voyez le soi-disant parc écologique. Il a été aménagé il y a tout juste 2 ou 3 semaines. Ils appellent cela un parc là en bas alors qu'il n'y a que des pierres. Ces pauvres arbres ne survivront jamais. Dans une semaine, ils seront morts. En plus, ils ont bâti ce mur sur un terrain public, alors que tous les citoyens ont le droit d'entrer et de traverser librement cet espace. Le mur enfreint ce droit. En réalité, eux, là-bas en bas, veulent seulement protéger leur quartier et discriminent sans vergogne les habitants de l'autre côté de la colline, juste parce qu'ils sont issus d'une autre classe sociale. Le meilleur argument du maire de La Molina est bien entendu ce souci de protection du parc naturel. Mais ce parc n'existe même pas. Les documents du permis de construire révèlent en outre qu'il est clairement question d'ériger une délimitation. La frontière entre les deux quartiers doit être sécurisée. Voilà la raison. Et la preuve se trouve dans l'autorisation écrite accordé par le ministère de l'économie. L'avocat se dit prêt à se battre pour les habitants des quartiers pauvres, mais sur le terrain juridique, son combat pourrait prendre des années. L'Amérique latine est l'une des régions du monde où sévissent les plus grandes inégalités sociales. Près d'1% de la population possède plus de 41% des richesses. Les 99% restants doivent se partager le reste du gâteau. À notre initiative, Monica et Erika se retrouvent au centre de Lima. Elles ont choisi un parc près des restes du mur d'enceinte de la ville, datant du XVIIe siècle. Je ne crois pas que le mur de séparation disparaîtra. Il est nécessaire. Nous sommes en train de retrouver un respect de la propriété privée au Pérou, alors que nous l'avions largement perdu ces 40 dernières années. Par ailleurs, le mur apporte une structure à la ville. Alors, je ne pense pas que le mur d'en haut tombera en ruine et disparaîtra comme ce vieux mur que nous voyons là. Mon souhait, c'est qu'il y ait en haut un boulevard et un parc pour les deux côtés. Quant à la sécurité, je pense que nous pourrions nous mettre d'accord pour l'assurer ensemble. Pas au niveau de la commune, mais simplement comme ça, entre voisins. Je pense que dans 20 ans, il y aura un parc ici. L'ancien mur d'enceinte de la ville, hérité de la période coloniale, devait protéger Lima des attaques et des paysans fuyant la misère des campagnes. Il aura fallu 200 ans pour le voir tomber. Le mur de la honte ne tiendra certainement pas aussi longtemps.